Pendant longtemps, on aurait pu croire que la plus grande menace des élèves à l'école était le niveau scolaire, en baisse drastique depuis plusieurs années, ou encore l'influence de plusieurs personnels encadrants qui ont été choisis à la hâte et qui se sont montrés, pour beaucoup, appartenir à un réseau pédocriminel. Mais visiblement, ce qui a l'air de préoccuper le ministre de l'Éducation, c'est l'âge à laquelle passent certains élèves le bac. Parce que nous le savons tous, parmi tous les vices et les problèmes que j'ai pu vous présenter, le plus gros d'entre eux est évidemment le fait que certains élèves arrivent à passer le bac à 9 ou 10 ans. Bienvenue dans Radio Maquis, le podcast qui prend de la hauteur sur l'actualité. Le gouvernement français connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Les racines françaises ne sont pas chrétiennes. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Vous devez payer un minimum. Ça n'a rien à péter de leur comptabilité. Que le territoire serait totalement occupé. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. C'est pas de la faute des casseurs, c'est de la faute des barrières. Après, ce sera de la faute des plots. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses. Ces 80 millions, on va les utiliser au redressement de la France. Cette guerre est une guerre mondiale. Voilà. Capitale d'Italia est Roma. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Pas souhaitable qu'un enfant de 9 ans ou 10 ans passe le baccalauréat, c'est-à-dire en fait soit préparé par ses parents à passer des épreuves qui ne sont ni de son âge en termes de maturité, ni même de son âge en termes de niveau de préparation. Vous entendez la formulation de la phrase, elle est particulièrement pertinente selon moi. Parce qu'il dit « je ne pense pas qu'il soit souhaitable qu'un enfant passe le bac à 9 ou 10 ans », qu'est-ce qui pose réellement problème à cette magnifique institution qui veut le bien de nos enfants ? Est-ce que c'est réellement le fait qu'il y ait des enfants qui passent le bac à cet âge-là, ou bien le fait que ce soit les parents qui du coup éduquent leurs enfants, les instruisent plutôt, parce qu'on va développer un petit peu la nuance entre les deux. Je crois sincèrement que ce qui leur pose problème dans ce cas-là, c'est qu'il y a encore des parents qui puissent s'occuper de ce qui est mis dans la tête de leurs enfants. Revenons un petit peu en arrière. Pendant très longtemps, l'éducation nationale ne s'appelait pas éducation, mais instruction nationale. On faisait une différence entre l'éducation et l'instruction. L'instruction, c'est le savoir, c'est les connaissances. L'éducation, c'est ta manière d'être, ton rapport au monde. Quelque chose qui est extrêmement intime. Même le religieux avait sa place le mercredi. C'était non pas un jour sans école, mais un jour dans lequel chaque élève pouvait aller voir soit ses parents, soit le curé du village pour faire l'éducation religieuse. Il y avait donc une distinction assez claire entre le travail de l'État, qui était celui d'enseigner des connaissances, et celui des parents, de la famille et du religieux, qui était celui d'enseigner un rapport au monde qui était particulier, qui était différent. Et ensuite, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu l'interdiction de l'école à la maison. Et ça a été présenté sous un prétexte extrêmement beau et bienveillant. Ça a été présenté sur une loi, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait la loi contre le séparatisme. Derrière cette pudeur que l'on voulait prétendre, c'était de dire qu'il y avait, au travers de ce système-là d'écoles libres, d'instruction libre à la maison, des écoles coraniques, islamistes, clandestines qui se créaient, dans lesquelles on enseignait énormément de doctrines qui avaient un rapport à la femme, à l'autre, qui était absolument pas en adéquation avec ce que l'on a. On a fait de ce prétexte-là, qui paraît être un bon prétexte, une raison d'interdire l'éducation et l'instruction à la maison pour tous. Car, même si peu le savent, avant cette interdiction de l'école à la maison, beaucoup pensaient que l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans. Sauf que la réalité, c'est que c'est l'instruction et l'éducation qui est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et il n'était même pas forcément nécessaire de passer par les écoles du CNED à distance avec un programme défini par l'État. N'importe qui pouvait éduquer et instruire son enfant jusqu'à ses 16 ans. C'était quelque chose d'assez marginal, je parle en dehors des cours organisés par le CNED, mais c'est quelque chose qui existait. Il y avait évidemment des contrôles pour vérifier que les enfants étaient bien instruits, avaient un niveau qui était correct, mais j'ai vu à ce moment-là plusieurs parents qui avaient du coup fait le choix d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Et étonnamment, c'était des jeunes qui, pour certains, soit partaient vers des filières plutôt manuelles, traditionnelles, pendant que d'autres préféraient aussi passer le bac simplement candidat libre et l'obtenaient haut la main. Et cette liberté, du coup, nous a été privée par, du coup, l'éducation nationale au profit d'une soi-disant une prévention contre le séparatisme. Sauf que, voilà, le fait est que l'instruction et ce que l'on décide de mettre dans la tête de nos enfants, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement privé ? Est-ce que c'est pas l'un de nos droits les plus fondamentaux, en fait, qu'il soit ? Et quel est l'intérêt du coup, si ce n'est que justement en ayant le plein contrôle sur l'éducation, nous pouvons ensuite du coup faire des bons petits soldats, qui sont libres de pouvoir rien d'autre que de suivre la doctrine en place par l'État, celle qui sera imposée de tous. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez effrayant. Pour vous donner un exemple, j'ai entendu encore récemment une nièce à moi qui lorsqu'on proposait de faire une chanson, a proposé de faire la chanson de l'Europe. La chanson de l'Europe, qui apparemment est une chanson à la gloire de l'Europe, de la fraternité entre pays européens. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Ça m'étonnerait.
Pourtant, apparemment, c'est une chanson qui est chantée, qui est encouragée dans les écoles, et je ne peux pas m'empêcher d'y voir là, que l'on soit d'accord ou pas avec le système européen, un message qui soit politique. Et lorsque l'on les entend en fait partager en permanence, je parle de ces institutions, une volonté de vouloir rendre apolitique l'école, de vouloir éloigner le récit national qui serait romancé, qui apporterait un discours de haine, parce que national, je ne peux pas m'empêcher de voir là en fait simplement un autre récit. Et je peux tergiverser sur l'incompréhension que ça a, mais je préfère aller droit au but. Il est évident que chaque éducation, chaque instruction est politisée. Tout est vu au travers d'un prisme politique et idéologique. Et à partir du moment où tout est politique, il y a deux options. Soit croire dans une utopie humaine qui consisterait à une neutralité absolue, mais ce qui reviendrait en soi à nier la nature humaine. Car qui peut prétendre être réellement neutre et non pas influencé par ses opinions, par sa vie, par sa culture et par le milieu social que ces institutions créent. Lorsque l'on a des idées divergentes dans une même école, c'est rare que l'ambiance à la salle de pause se passe parfaitement bien. Il y a forcément un moment ou un autre des frictions. Et naturellement sur le temps, la culture d'entreprise ou la culture d'association, j'entends d'entreprise dans le sens d'entreprendre un projet, va de toute façon finir par converger vers un noyau commun. Par conséquent, on peut soit aspirer à cette utopie qui n'existera jamais, soit assumer pleinement un état totalitaire qui imposerait une rigueur du mode de pensée et ce qu'il faut penser, et ça qui soit centriste, mondialiste, comme le pouvoir en place, qui soit de droite ou de gauche. Certains pensent que la solution c'est d'imposer par force sa vision des choses pour tous, alors que peu développent la voie la plus sage, celle du libre marché. Ce que j'entends par là, c'est que plutôt que d'estimer que mon idée vaut mieux que celle des autres, pourquoi ne pas simplement libéraliser l'éducation ? Ce que j'entends par là, parce que je sais que libéraliser est un mot qui fait peur, ce que j'entends par là, c'est simplement accorder à chaque parent le choix de l'éducation ou de l'instruction qu'il veut donner à ses enfants. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une école qui voudrait instaurer une vision mondialiste européenne, si c'est tes convictions, tu peux tout à fait mettre tes enfants dans cette école-là. Si au contraire tu préfères une éducation plus traditionnaliste et plus conservateur, tu peux également mettre ton enfant dans cette école-là. Et ce serait évidemment la même chose pour une école communiste ou marxiste, dans laquelle tu apporterais une éducation basée sur le fait de se mettre tous nos biens, toute notre connaissance en commun. Libre à toi de le faire. Et donc chacun pourrait choisir l'éducation qu'il veut pour ses enfants, et aussi par conséquence, si une école ne fonctionne pas correctement, bah forcément elle aurait peut-être moins d'élèves, et ainsi de suite, on trouverait en fait quelque part un système qui marcherait plus naturellement pour la majorité des personnes, et puis pour les cas particuliers, chacun pourrait trouver son école parfaite. Alors évidemment, à ce moment-là, j'entends déjà des cris, mais tu te rends compte comment est-ce qu'on va financer le système scolaire ? Les enfants ont besoin d'éducation, c'est un acquis extrêmement important. Si toutes les écoles deviennent privées, ça va coûter un rein, c'est complètement odieux et affreux ce que tu dis. Eh bien figurez-vous qu'il y a un système qui est entre les deux. C'est-à-dire que dans certains pays européens, d'ailleurs du Nord, je crois que c'est en Norvège ou en Suède, il y a un système que l'on appelle le chèque éducation. Le principe est simple. Nous sommes tous, à l'échelle de notre société, d'accord que l'éducation est quelque chose d'extrêmement important et que tous les élèves, tous les enfants doivent pouvoir y avoir accès de manière égale. Par conséquent, il y a deux façons de le voir. Soit on a un système qui est financé du coup par le public et qui va créer et gérer lui-même son éducation, soit c'est le financement de l'école qui est géré de manière publique. Et c'est le choix qu'a fait du coup ces pays-là, dans lesquels n'importe qui peut créer une école privée, mais qui est financée par un chèque éducation. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, on prend le budget de l'éducation nationale, on y enlève, c'est-à-dire la moitié de son budget qui représente les retraites des professeurs, et le budget réel attribué aux élèves, nous le divisons par le nombre d'élèves et par an. Ce montant-là est alloué au travers d'un chèque éducation qui est attribué aux parents et par enfant. Ils peuvent aller le déposer dans n'importe quelle école pour financer l'éducation de leurs enfants. Par ailleurs, les écoles sont libres de pouvoir fixer les tarifs qu'ils souhaitent, qu'ils soient plus élevés ou moins élevés que le tarif du chèque. Et par conséquent, une concurrence naturelle peut se mettre en place entre les différents systèmes éducatifs. Imaginez que dans le village d'à côté, il y a une excellente école qui ouvre. Évidemment, les parents voudront s'y installer. Les maisons autour prennent de la valeur, et naturellement, l'école, en demande de place, va vouloir ouvrir d'autres succursales ou agrandir ses capacités d'accueil. Ou simplement, son modèle pourra être copié par d'autres. A l'inverse, imaginons qu'une autre école, ayant un système d'éducation extrêmement libre, basé sur l'auto-apprentissage de l'élève ou de l'éducation positive
je ne veux pas être vraiment jugeant, j'essaie de ne pas l'être au maximum, mais il y a quand même certaines limites quand je repense à certaines choses. Mais si tant est que certains sont plus adeptes de ce genre de mode d'éducation, et qu'arrivés à la fin de leur cursus, ils ne trouvent pas de débouchés, de choses à faire, de compétences à vendre sur le marché, eh bien, il en sera simplement de la responsabilité libre, prise et entière des parents et des élèves qui auront fait le choix de ce mode d'éducation. Mais en même temps, ça donne une immense liberté à chacun d'entre eux. Mais non, au contraire, on préfère du coup, comme on peut le voir dans cette vidéo, priver et limiter absolument tous les soubresauts de liberté d'éducation et d'influence que l'on peut avoir sur les élèves, ce qui est extrêmement effrayant. Mais ne vous inquiétez pas parce que, quelque part, quand j'y pense, je me dis que l'éducation, c'est peut-être ce qui a le plus d'impact sur le long terme pour changer de civilisation. On voit à quel point certains pays sont entièrement sortis de la pauvreté après avoir installé des écoles massivement, et on voit aussi à quel point est-ce que ce genre de politiques peuvent changer extrêmement rapidement. Il suffit d'avoir des personnes au pouvoir qui soient déterminées pour que cette simple mesure, ce mode éducatif que je vous présente, soit instauré en l'espace de quoi ? 1 mois, 2 mois ? Il suffit d'un simple décret, de quelques papiers, en soi il n'y a rien de... Il n'y a pas de limite physique qui empêcherait de pouvoir, en quelques années, pouvoir changer de modèle éducatif, et sans avoir besoin d'attendre de l'administration, n'importe qui, même toi, derrière l'écran, si tu estimes que mes idées sont horribles, et que tu préfères ouvrir ta propre école selon tes standards, tu pourrais le faire. Et par conséquent, si tu te permets de faire ça, tu pourras très vite te confronter à porter tes idées, ta vision du monde, à qui voudra les partager. Et il me semble pas que ce soit quelque chose d'extrêmement long à mettre en place, étant donné que c'est quelque chose justement qui viendra du bas de la population. Et je crois à titre personnel qu'il ne faut pas non plus attendre d'avoir une telle libéralisation pour justement encourager de plus en plus de personnes à se tourner vers l'école privée, vers des modes d'éducation alternatifs. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'un parent sur 2 qui envisage dans les années à venir d'installer son enfant en école privée. Donc la demande va se faire et il faut que l'opinion publique se réveille là-dessus et se rende compte de l'importance de cette liberté fondamentale pour éviter de tomber dans des systèmes totalitaires qui sont en train gentiment de s'installer sans même que l'on s'en rende compte, et évidemment sous un couvert de vertu morale particulièrement insupportable. Donc on va continuer la sélection parce que vraiment, il y a d'autres choses à relever qui sont particulièrement intéressantes. Par ses parents à passer qu'un enfant passe le baccalauréat, c'est-à-dire en fait soit préparé par ses parents à passer des épreuves qui ne sont ni de son âge en termes de maturité, une fois encore c'est pas un diplôme du supérieur, ni même de son âge en termes de niveau de préparation. Et donc là-dessus, évidemment, c'est aberrant de se dire que pour lui c'est immoral, même d'un point de vue, il dit, de la protection de l'enfance. De protéger les enfants, il faut protéger les enfants et les empêcher d'avoir un niveau de baccalauréat à 9 ans. J'aimerais simplement rappeler qu'il y a encore 15-20 ans, le brevet des collèges avait un niveau qui est équivalent au bac plus 3, au bac plus 4 aujourd'hui. Et le baccalauréat se passait du coup dans les 13 ans, 14 ans. Donc c'est juste complètement débile, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, et puis évidemment, on peut pas s'empêcher en fait en voyant ce discours-là, ce petit air hautain de se dire mais en fait on a presque l'impression qu'on se moque de nous, parce que c'est les mêmes qui ont instauré l'éducation sexuelle obligatoire à l'école, dans laquelle on apprend des choses et des mots et des images montrées à des enfants en bas âge qui ont 3 ans, 8 ans, 7 ans, mais à aucun moment un enfant devrait être exposé à ça. Et ces personnes-là nous disent que passer le baccalauréat à 9 ans ou à 10 ans, ça serait vraiment dangereux pour la construction de l'enfant. Donc j'essaie de garder mon calme, j'essaie de rester serein, mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est conscient et que c'est fait pour se foutre de notre tronche, pour rester poli. Donc je ne sais pas en fait comment réagir face à ça, parce que voilà, on normalise en fait des choses qui n'ont pas à l'être, et puis on scandalise des choses qui n'ont pas à l'être. Le bien est appelé mal, et le mal est appelé bien, c'est juste affligeant de voir à quel point cette mentalité se standardise, et qu'on endort les parents, on endort les individus en pensant que ce n'est pas à eux de s'occuper de l'éducation de leurs enfants, ce n'est pas à eux de s'occuper de leur instruction, de leur construction morale et civique, ce n'est pas à eux de s'en occuper, c'est à l'État providentiel qui est là pour prendre soin de chacun d'entre eux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup pensent que les droits des femmes ont été une victoire, alors qu'en réalité ça a été une grande manipulation. Je pourrais le développer plus en profondeur dans une autre vidéo, mais évidemment, toute chose gardée, c'est une bonne chose que chaque femme puisse être indépendante de son mari, qu'il y a des cas extrêmement graves qu'il a pu avoir de domination, et où la femme était dépendante complètement de son mari.
Mais il faut aussi revoir les choses dans leur contexte. À cette époque-là, l'institution première était la cellule familiale. Par conséquent, le fait que... je pourrais développer sur le fait que la femme n'avait pas un droit de vote, sauf que dans une société dans laquelle on voit la famille comme une entreprise, le chef de famille, l'homme, votait en fait en tant que représentant de la famille. Et je veux dire, même aujourd'hui, s'il y a des couples qui durent toute une vie en ayant des idées politiques différentes, faudrait me dire où est-ce que ça se trouve. Parce que je pense pas que ça puisse durer vraiment sur toute une vie. De pouvoir avoir des idées complètement divergentes et puis de passer sa vie en commun, ça me semble assez invraisemblable. Donc lorsque la cellule familiale était constituée d'individus qui partageaient les mêmes idées, est-ce que c'était réellement choquant qu'il y ait un seul compte qui était celui de la famille, un seul compte qui était un seul droit de vote qui était celui de la famille? C'était beaucoup plus nuancé que ce qu'on veut croire. Et derrière l'indépendance des femmes qui voulaient travailler, eh bien on se rend compte que la réalité c'est que lorsque l'homme travaillait seul, un seul salaire permettait de faire vivre toute une famille. Il fallait à peu près 7 ans de salaire moyen pour pouvoir se payer une maison, là où aujourd'hui je crois que c'est 20 ans à 30 ans de salaire moyen pour s'acheter une maison. Donc ça vous donne une idée un petit peu qu'il y a eu une arnaque dans l'histoire, sauf qu'une fois qu'on enlève du coup la mère de l'équation de la construction de la famille, qu'est-ce qui reste du coup? Qui s'occupe des enfants? Ah bah tiens, si, ça serait l'État providentiel qui allait pouvoir du coup imposer toute sa doctrine comme il l'entend à des enfants qui sont en plus à la période dans laquelle l'être humain est le plus poreux et le plus perméable à tout ce qu'on peut lui apporter, eh bien ça serait le bon moment de pouvoir le faire. Et si en plus de ça, on peut rajouter une vertu et puis un pic à l'église catholique qui n'a plus le droit du coup d'éduquer les enfants parce que il est complètement scandaleux que des individus à la doctrine obscurantiste ferment les esprits qui doivent être libres et indépendants en leur donnant une doctrine unique qui les empêche d'être libres et indépendants. Je crois qu'on va essayer de continuer la vidéo parce que ça commence à m'agacer là. Je réfléchis à introduire un âge un peu plancher, y compris dans une logique de protection de l'enfance, parce que je ne crois pas sain de forcer un enfant de 8, 9 ou 10 ans à préparer le baccalauréat. Alors évidemment, la seule réponse qu'il a à donner face à ce grand problème, à ce grand fléau des enfants qui passent le bac à 9 ans, c'est évidemment de l'interdire, de mettre une limite légale pour empêcher les enfants de passer le bac à 9 ans, qui est évidemment une urgence absolue, on le rappelle. Beaucoup de jeunes sont menacés par cette pression de passer le baccalauréat à 9 ans. Eh bien, quand je dis que je suis libéral, beaucoup de personnes disent « Oui, mais du coup, ça veut dire que tu ne veux pas d'État ? Ça veut dire que tu veux un système anarchique ? C'est important qu'il y ait des règles, qu'il y ait un cadre. » Très bien, je l'entends. Mais comment faites-vous lorsque vous donnez du pouvoir à un État pour que cet État-là ne se retourne pas contre vous ? Parce que ce sont des personnes qui ont un marteau entre les mains, c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois, et qui voient tous les problèmes autour d'eux comme des clous. Parce que si t'as un marteau, tu vois tous les problèmes comme des clous. Si ton marteau que tu as entre tes mains, c'est de pouvoir faire des lois, tu penses que tous les problèmes réels ou imaginaires peuvent être résolus par le fait de faire des lois en plus. Et donc on se retrouve avec un bourbier pas possible, où on se retrouve à interdire des choses qui ne devraient pas l'être. Et plus que ça prive de liberté de manière complètement absurde. Et ça, c'est quand ce n'est pas un prétexte. Parce que, pour en revenir par exemple avec l'interdiction de l'école à la maison, lorsque l'on s'est retrouvé à avoir cette loi contre le séparatisme, beaucoup trouvent que c'est normal de vouloir empêcher qu'il y ait des écoles islamiques ou religieuses réfractaires, qu'elles soient islamiques ou catholiques ultra... je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça, j'essaie d'être inclusif des deux côtés, mais je vous avoue que c'est assez compliqué, genre, c'est quoi être radical catholique, c'est de vouloir être... Moi j'aime beaucoup les gens, d'accord ? Moi je suis dans le don de l'autre de manière complètement excessive. Non, vraiment ça me fatigue ce... Restons calmes. Si tu veux éduquer tes enfants comme tu l'entends, c'est une chose. Qu'il y ait des excès, c'en est une autre. Mais vouloir interdire à tous les parents de France d'éduquer et d'instruire leurs enfants comme ils le veulent, sous prétexte qu'il y a des individus qui profitent de cette liberté pour avoir une éducation islamique, ça implique que de croire que la raison pour laquelle il y a des éducations islamiques radicales qui se fait en France, c'est à cause de l'école libre. Est-ce que vraiment c'est de là que vient le problème ? Est-ce qu'il ne viendrait pas peut-être du fait qu'il y a peut-être une immigration islamique avec des personnes qui ont une vision du coup forcément du monde qui se fait au travers de ce prisme-là, qu'on importe sans partager les mêmes valeurs et qui finissent par vivre ensemble en communauté ? Peut-être,
Peut-être que c'est peut-être un élément de cause à effet peut-être plus important que la liberté d'éducation. Et si tant est que ce soit qu'on ne veuille pas l'aborder sous cet angle-là, comment ça se fait que la population moyenne accepte ce genre de réflexion? C'est la même chose pour l'interdiction des réseaux sociaux. On vous dit non mais c'est pour protéger les enfants. Ah ok, bah si c'est pour les enfants, ok, pas de problème, je peux donner ma carte d'identité sur tous les réseaux sociaux que j'ai. Oui mais attends, tu te rends compte que ça va peut-être t'empêcher de t'exprimer librement sur internet. Si par exemple tu veux critiquer l'État et qu'il vient te toquer à la porte parce que on te dit que t'as pas le droit de critiquer l'État. Non mais quand même, il ferait quand même pas ça. Peut-être pas. Mais en attendant, tu leur as donné le droit sous prétexte que c'est pour protéger les enfants. Et un moyen très simple de savoir si c'est réellement le cas, demandez-vous pour chacun des cas, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de répondre au problème? Et est-ce que ce qui pourrait être fait de manière très simple et très rapide est fait déjà de base? Que ce soit pour les enfants ou pour l'islamisation du pays, on voit bien que non. Donc, ce sont des prétextes. Et puis un dernier point, c'est que j'aimerais vraiment que quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un ministre ou un politique qui parle, il y a 12 personnes qui sont derrière et qui sont là. Là, lui, là derrière. Il sert à quoi exactement? Il est là, il a le regard vide, et puis ils sont là. Voilà. Et puis c'est comme ça, à chaque fois, il y a une petite douzaine de personnes qui sont là derrière, et puis ils se bousculent pour être dans le champ de la caméra, mais vous cherchez quoi? Il vous servait à quoi concrètement? Déjà que celui qui est devant, il sert pas à grand chose, mais alors ce petit brouhaha derrière là, ça me rappelle peut-être un système royaliste dans lequel il y a une personne importante et puis un petit effet de cour autour, mais la France n'a très certainement aucun inconscient collectif royaliste, donc ça doit très certainement pas être cette explication-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que nous sommes faits pour une vie glorieuse. Abonnez-vous et à la prochaine.